Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture du mois de mars. Et ce mois-ci j'ai lu un tout petit peu moins de livres que d'habitude parce que le début du mois a été assez chargé au niveau de mon travail. Donc voilà, j'ai un petit peu moins lu que d'habitude, mais en tout cas je suis quand même super contente de toutes les lectures que j'ai fait ce mois-ci. Vous allez voir, j'ai quand même pas mal de coups de cœur, de 4 étoiles sur 5, etc. Bon, j'ai un tout petit abandon, mais voilà, dans la globalité, j'ai quand même passé un super bon mois au niveau de mes lectures. Et donc ici, je vais un petit peu faire différemment de d'habitude. J'ai décidé pour une fois de d'abord vous présenter mes coups de cœur et d'aller vers le livre que j'ai le moins apprécié sur le mois. Je me dis que ça peut un petit peu changer la dynamique et que commencer avec le positif, c'est tout aussi bien que de commencer avec le négatif. Donc voilà. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Force Wink. Et ça a été un coup de cœur, mais juste incroyable. Franchement, je m'attendais pas du tout à aimer autant ce livre. En fait, j'avais un peu peur de la hype qu'il y avait autour. Je m'étais dit, bon, c'est un livre BookTok, un livre BookTube, etc. On le voit énormément passer. Donc, est-ce que je vais l'apprécier ou non? Je n'en sais rien. C'est vrai que d'habitude, les livres qui ont beaucoup de hype, ils fonctionnent pas toujours avec moi. Et là, du coup, j'ai été agréablement surprise par ce livre et je l'ai juste surkiffé. Franchement, ça a été une lecture d'enfer. Avant de commencer à vous résumer le livre, je vais tout simplement vous dire que j'ai écouté une playlist Spotify qui a été faite spécialement pour ce livre et sincèrement, je pense que c'est un des éléments qui a fait aussi que j'ai autant apprécié ma lecture parce que la playlist est tellement bien faite qu'on est immergé tout de suite dans l'histoire et moi, ça m'a aidé en tout cas à chaque fois à me replonger dedans et voilà, à tout simplement aimer ce que je lisais. Donc, je sais pas si ça a joué pour le coup de cœur ou pas, mais en tout cas, ça m'a énormément aidé à apprécier ma lecture et je suis juste super contente d'avoir écouté la playlist en lisant le livre. Donc ici, pour vous résumer un petit peu l'histoire de cette beauté, on suit Violette qui est d'abord destinée à être scribe. Donc elle est destinée à travailler avec les livres, etc. Sauf que sa mère est générale et elle est également dragonnière, comme sa sœur et son frère. Et donc du coup, au final, sa mère l'oblige à intégrer le cadran des cavaliers. Et du coup, en fait, elle qui était destinée à vivre une vie bien tranquille au milieu des livres, elle va se retrouver à vivre une vie pleine de dangers, avec la mort qui rôde un petit peu autour d'elle et avec tout cet univers de dragons qui va l'entourer tout au long de son aventure. Elle va se retrouver au cadran des cavaliers où du coup elle va avoir des épreuves, elle va avoir des tournois, des jeux, etc. Donc finalement le premier tome va principalement être tourné vers toutes les épreuves qu'il faut pour pouvoir avoir le titre de dragonnier parce que ça se fait en 3 années. Donc ici on va suivre la première année de Violette et du coup toutes les épreuves qu'elle doit faire et réussir pour pouvoir atteindre le niveau 2 en tout cas du cadran des cavaliers. Dans les cadrans, il y a plusieurs équipes, je sais plus comment ça s'appelle dans le livre, mais en tout cas, il y a plusieurs teams et chaque team a son chef. Et du coup, elle va intégrer la team du chef qu'elle déteste et qu'elle redoutait parce que c'est à cause de son père que son frère a été tué. Et donc du coup, on va un petit peu suivre toute cette histoire d'enemies to lovers entre les deux personnages et que j'ai adoré parce que je trouve que le enemies to lovers est vraiment bien fait. En fait, ils se détestent les 3/4 du livre, même si on sent qu'il y a directement cette attirance entre les deux personnages, ils se détestent quand même la grosse majorité du livre et ils se rapprochent petit à petit et vous allez voir pourquoi ils se rapprochent aussi parce que c'est un élément très particulier de l'histoire qui va faire en sorte finalement qu'ils vont se rapprocher. Et donc en fait moi j'ai adoré l'Enemies to Lovers, je trouve qu'il est plutôt bien fait et j'ai été attachée que ce soit à Xaden ou à Violette, j'ai adoré les deux personnages, franchement, que ce soit le mec ou la fille, personnellement je les ai surkiffés, tous les deux pour des raisons bien différentes parce que leurs caractères ne sont pas du tout pareils. J'ai aimé les personnages et même les personnages secondaires sont hyper importants pour moi, que ce soit les amis que Violette se fait ou les amis de Xaden, les amis ou plutôt ses camarades. Je trouve que les personnages secondaires sont tout aussi importants que les personnages principaux. Ils ajoutent vraiment quelque chose à l'histoire et on sent que s'ils n'étaient pas là, l'histoire ne serait pas la même. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait que les personnages secondaires soient mis en avant aussi et qu'on ait finalement des petites brides de leur histoire petit à petit. Donc
c'est un gros point positif pour moi. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est évidemment tout le côté dragon. Même s'ils sont pas présents dès le début de l'histoire, en fait, on a d'abord toute l'histoire des dragons. On apprend à connaître les dragons, on apprend à connaître leur univers, on apprend à connaître les différentes races de dragons et les différents pouvoirs qu'ils ont. Donc au final, même si on les voit pas tout de suite, on a vraiment tout un truc autour des dragons qui existe déjà dans le livre. Et donc, en fait, dès qu'on a la première apparition des dragons, on est juste émerveillé et on se dit, enfin, on les rencontre parce qu'en fait, on apprend plein de choses sur eux et tout ce qu'on veut, c'est les voir, c'est apprendre à les connaître autrement. Et une fois que les dragons sont là, ça ajoute un truc au livre, mais juste incroyable. Il y a tout ce truc aussi où les cavaliers peuvent discuter avec leurs dragons, mais juste dans la tête. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses qui sont mises en avant par rapport à ça et j'ai trouvé que les dragons étaient vraiment bien amenés dans l'histoire. Ils ont clairement leur importance et voilà, sincèrement, moi qui adore tout ce qui est un petit peu fantasy, imaginaire et tout, j'ai adoré pouvoir découvrir tout le monde des dragons, tout ce qui en découle et voir un petit peu la relation se créer entre les cavaliers et les dragons, c'est juste magique. Enfin franchement, c'est un pari mais totalement réussi pour moi. Alors j'ai aussi beaucoup aimé toutes les épreuves, tous les jeux, toutes les stratégies, etc. Parce qu'en fait, dès le début du livre, on a la première épreuve. Pour pouvoir intégrer le cadran des cavaliers, il faut réussir à sauter de trucs en pierre. Et en fait, si t'arrives pas à passer, t'es mort, tout simplement. Et donc du coup, t'as pas trop le choix de réussir à passer ce pont, cette espèce de saut pour pouvoir intégrer le cadran. Et donc en fait, dès le départ, on a déjà une épreuve et ça annonce clairement la couleur du reste de l'histoire parce qu'en fait, on a vraiment toutes les épreuves qui s'articulent et alors on a les entraînements aux épreuves aussi qui sont décrits. Donc au final, on a tout le temps de l'action. On a aussi toutes les stratégies que les uns et les autres mettent en place pour réussir les épreuves parce que tout est permis. Vraiment, s'ils veulent tuer leurs adversaires pendant les épreuves, les tournois, les jeux, etc., ils peuvent. Donc absolument tout est permis. Donc on a vraiment tout cet enjeu qui est hyper prenant et qui amène une dynamique juste incroyable au livre. Et sincèrement, on ne s'ennuie pas. On ne peut pas s'ennuyer pendant cette lecture tellement il se passe de choses. Et moi, c'est ce que j'adore. C'est mon cerveau, il tourbillonnait, il était là, oh my god, il y a beaucoup d'infos, mais au final, c'est ça qui a fait que le livre est un coup de cœur parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses mises en avant et tout a été hyper bien travaillé. Et alors la fin, elle est tout aussi renversante que tout le livre. Enfin, personnellement, j'ai juste envie d'avoir le tome 2 entre mes mains pour continuer la saga. Mais juste, pépite. Enfin, franchement, je ne peux vous dire que de lire ce livre parce que il est incroyable, que ce soit autour de l'univers du dragon, autour des personnages qui ont été travaillés, autour de la dynamique et de l'action qu'il y a dans ce livre. Enfin, sincèrement, on ne s'ennuie pas. Et si vous aimez les dragons, la fantaisie et tout, lancez-vous. Franchement, en plus, il est juste magnifique. Regardez ça. Il est trop beau. Ici, attendez, je vais vous montrer l'endroit. Ici, on a Xadon et Violette, du coup. Trop beau. Je les adore. J'ai vraiment adoré ce livre. Il est juste magnifique. Et alors, on a aussi, du coup, cette illustration. Quand vous la voyez comme ça, vous pouvez peut-être ne pas la comprendre, mais quand vous lisez le livre, elle a toute son importance et elle est hyper bien choisie et hyper bien faite. Elle est juste magnifique. Et pareil pour cette illustration, je la trouve juste incroyable. Enfin, franchement, un boulot de fou qui a été fait sur toutes les illustrations et j'adore. Enfin, bref, vous l'avez compris, c'est un coup de cœur et donc, lisez-le. En deuxième lecture, c'est également un coup de cœur. Et oui, j'en ai eu 2 pendant ce mois de mars. J'en avais pas encore eu au mois de janvier ni février. Et là, j'en ai eu 2. En même temps, ça m'étonne pas puisque j'ai continué et clôturé la saga ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses. Ici, j'ai lu le tome 4 qui est Un palais de flammes et d'argent, qui est d'ailleurs une belle bricasse aussi. J'ai commencé à la noter, mais comme je lisais sur ma Kindle et en papier, en fait, je vais réunir toutes mes annotations et continuer à annoter le livre écrit. Mais sincèrement, il est magnifique. J'ai vraiment beaucoup plus apprécié ce tome 4 que tout le reste de la saga.
Pourquoi? Parce qu'ici, on suit Nesta. Donc, c'est une des sœurs de Feyer qui est, du coup, le personnage principal du tome 1, 2 et 3. Nesta, on la voit dans tous les tomes. Dans le tome 1, beaucoup moins. Enfin, genre, on la voit au début parce que Feyer est encore avec sa famille, etc. Dans le tome 2, je crois qu'on en parle, mais qu'on ne la voit pas tant que ça. Et dans le tome 3, elle commence à avoir beaucoup plus d'importance que dans les 2 premiers tomes. Et donc, j'avais justement aussi beaucoup apprécié le tome 3 pour cette raison, parce qu'on découvre tous les personnages secondaires et Nesta en particulier. On va suivre un petit peu toute l'évolution de ce personnage. Maintenant, je vais pas trop vous expliquer en détail le résumé de ce 4e tome, parce qu'en fait, ça vous spoilerait absolument toute la saga. C'est pas le but. Maintenant, voilà, je peux simplement vous dire que ça clôture à merveille la saga. On suit quand même toujours Feyer, Rysand, tous les autres personnages, etc., même s'ils sont en second plan. On suit également toute cette relation fraternelle entre Nesta, Elin et Feyer qui est magnifique. Enfin, en fait, on suit l'évolution et on a toutes les pensées de Nesta, de Feyer, et là, elle est mise de côté un petit peu, je trouve, et c'est dommage, mais bon, voilà. Ici, je pense qu'il fallait faire aussi un choix. Et donc, au final, moi, j'ai trouvé ça juste méga intéressant d'avoir les différents points de vue des sœurs et de pouvoir comprendre ce que chacune reproche à l'autre, ce que chacune envie de l'autre au final, parce que on se rend compte qu'elles se détestent pas tant que ça et que c'est beaucoup à cause de non-dits qu'il y a cette relation un petit peu conflictuelle qui s'est créée entre elles. L'histoire d'amour, elle est magnifique aussi. Je trouve que le personnage masculin, il est magnifique, enfin il respecte à mort Nesta, c'est pas un forceur, il est vraiment là pour elle. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est que oui, il y a beaucoup de scènes de sexe et c'est pour ça que c'est un moins 18, je sais pas où il est noté, normalement il est noté que c'est un moins 18 ou alors c'est sur le brochet, enfin bref. Donc normalement c'est un moins 18 effectivement parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe, mais tout est respecté et genre à un moment donné Nesta elle est là en mode un peu braqué et alors le mec lui dit tu veux qu'on arrête, y a pas de problème, etc. Et vraiment il y a ce respect mutuel entre les deux qui est magnifique et je trouve que les scènes sont là mais pas juste pour être là, elles sont là pour une bonne raison et enfin moi j'ai trouvé ça magnifique. On a aussi plein d'éléments de la vie réelle qui sont abordés, par exemple les règles des femmes. Enfin, c'est un sujet un petit peu tabou dans la société. Là, on en parle. Puis, quand on devient une femme, justement, on a nos règles une fois par an ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement tout ce qui est expliqué par rapport à ça. Et je trouve ça juste génial, en fait, que ce soit dit, en fait, d'une manière un peu désinvolte, parce qu'au final, c'est comme si on avait une discussion avec, je sais pas, notre sœur ou notre pote et tout. Et au final, c'est naturel. Et oui, on parle de ça entre nous parce que c'est la réalité. Donc voilà, moi j'ai adoré en fait tout ce côté naturel, ce côté respect, ce côté battant aussi que Nesta a. Elle continue à se battre encore et encore et encore pour se surpasser. Enfin, c'est une guerrière et elle est juste incroyable. Son mental est voilà, il est bluffant. Je savais que ça allait aller crescendo parce qu'en fait le tome 1, je l'avais adoré. Quand j'ai lu le tome 2, je me suis dit ok, le tome 1, c'était juste de la trop... C'est pas du tout pareil que le tome 2. Le tome 2, c'est un level supérieur. Puis j'ai lu le tome 3, je me suis dit, ah ouais, là, on passe encore un level en plus. Le tome 3.5, pour moi, il est pas hyper utile, donc voilà. Et le tome 4, pépite. Et donc, au final, on y va vraiment crescendo. Et c'est ce que j'ai adoré dans cette saga. Et je regrette pas de l'avoir lu. J'ai mis une plombe avant de commencer à la lire. Je sais que ça fait longtemps qu'elle est sortie. Mais je regrette pas de l'avoir découvert maintenant. Parce que je pense aussi qu'en l'ayant lu maintenant, il y a des choses qui m'ont plus marqué que si je l'avais lu il y a peut-être 5 ans. Donc au final, je ne suis pas déçue. Et moi, je vous la recommande à 100%. Franchement, si vous aimez... Alors, la trope du tome 1, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais au final, on sort très vite de cette réécriture de conte. Et au final, Sarah J. Maas s'approprie hyper bien toute la trope de La Belle et la Bête et tout. Donc voilà. Pépite, franchement je vous le recommande, l'écriture est juste sublime, les citations sont magnifiques, les paysages sont à couper le souffle, enfin, je ne peux pas en dire plus pour vous convaincre, je crois que j'ai fait mon job, donc en tout cas si vous connaissez pas encore la saga Cotard, lancez-vous, accrochez-vous parce que les livres font toujours entre 700 et 800 pages, donc c'est pas un livre qui se lit en 2 jours, mais c'est ce qu'on adore justement, profiter de nos lectures un maximum possible et c'est ce qui s'est passé aussi avec ce livre. Donc voilà.
Ici, on va passer à mes 4 étoiles sur 5 et ça va être finalement tous les livres que je vais vous présenter jusqu'à la fin, sauf le tout dernier qui sera mon abandon. Et le premier livre que je vais vous présenter pour cette catégorie de 4 étoiles sur 5, c'est un thriller. Et oui, je suis enfin sortie de ma zone de confort et j'ai enfin lu un thriller. Et mais quelle claque, franchement, il a été incroyable. Et je pense que j'ai bien fait d'écouter Kimi Collection par rapport à ça, parce que c'était un livre super chouette pour pouvoir se lancer dans le thriller. Et ça m'a juste donné envie de continuer à lire ce genre. Et il s'agit de Le Cri de Nicolas Beuglet. Donc je vous en avais parlé dans une autre vidéo parce que je l'ai acheté en seconde main. Comme je ne savais pas si j'allais apprécier le livre, le genre, etc., je ne voulais pas payer le livre à plein prix. Et finalement, j'ai été bluffée par l'histoire. Elle est juste, mais waouh quoi. On finit par se poser des questions sur sa propre vie et sur ses propres croyances, même si c'est beaucoup de choses auxquelles moi je ne crois pas forcément. En fait, à la fin de ma lecture, je me suis dit, bon, je vais aller me renseigner, je vais aller passer un petit peu mon temps sur internet pour voir un petit peu tout ce qui se dit sur ce qui se racontait dans l'histoire. Donc ça, c'est très fort aussi de pouvoir nous faire penser le livre même après qu'on l'ait terminé. Et donc ici on suit Sarah qui est une enquêtrice qui a un passé assez compliqué et en fait elle va recevoir un appel le soir lui disant d'aller à l'hôpital psychiatrique parce qu'il y a eu un meurtre, enfin un suicide en tout cas. Et donc elle se retrouve à aller dans un hôpital psychiatrique qui a une importance par rapport à elle, qui a un lien par rapport à elle, et donc on sent aussi toute cette tension qu'elle a de retourner dans ce lieu parce que au final elle a pas envie d'y aller, mais c'est son métier et donc elle y va quand même. Et au final, en arrivant là-bas, elle va se rendre compte que le patient 488, comme on l'annonce dans le livre, n'est pas décédé d'un suicide, mais qu'il a bel et bien été assassiné d'une manière très particulière. Et ça, on le découvre aussi au fur et à mesure de l'enquête. Mais moi, j'ai été scotchée. Quand le médecin légiste a annoncé la façon dont le patient est mort, je me suis dit, mais c'est possible. Enfin, juste, comment c'est possible? Enfin, et alors là, on a tout ce questionnement qui se met en route et qui nous donne envie de continuer à lire et à découvrir le fin mot de l'histoire. Et donc, du coup, c'est très fort aussi d'avoir choisi cette espèce de mort hyper particulière. Et donc, franchement, moi, j'ai adoré. Et ce qu'il y a aussi, c'est que du coup, comme je vous le disais, le patient il s'appelle 488. Pourquoi? Parce qu'il a une cicatrice sur le front. Et donc tout le monde se demande pourquoi est-ce qu'il a une cicatrice avec 488 écrit. L'enquête va aussi partir de là. Et donc au final, on apprend réellement à quoi équivaut ce 488. On va aussi voir que l'enquête est liée à la CIA. Et donc Sarah va se lier avec un journaliste qui finalement est, on va dire, pas lié de près au meurtre, mais qui a en tout cas un lien particulier aussi par rapport à ce meurtre-là. Finalement, ils vont se réunir tous les deux pour réussir à percer ce mystère parce que vous allez voir que le journaliste a vraiment son importance dans l'histoire. Alors, il y a aussi une histoire de compte à rebours parce qu'au final, il y a des menaces qui planent au-dessus du journaliste. Enfin, s'ils trouvent pas les réponses à leurs questions à temps, le fils de Christopher va mourir. Et donc, on a aussi tout cet enjeu autour de la menace qui est hyper important et qui ajoute une dynamique juste incroyable au livre. Le livre, il est assez court. Il fait presque 500 pages, mais sincèrement, on ne les voit pas passer. Il se lit vite. Et comme je vous le dis, plus on avance et plus on se dit, mais c'est un truc de dingue. Enfin, et ce qui m'a le plus choqué, c'est la dernière page. Pourquoi? Parce qu'au final, dans les remerciements, Nicolas Beuglet, il explique que toute l'enquête qu'il a fait dans son livre a réellement existé. Enfin, en tout cas, toutes les infos qu'on apprend par rapport au meurtre du patient 488 a existé, sauf une partie de l'enquête à la fin qui est imagée, mais en tout cas, tout le début des informations qu'on a sont réelles. Et donc, une fois que j'ai appris ça, je me suis dit, mais attends, what? Genre, il s'est vraiment passé ça? Et comment ça s'est réellement passé. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis, j'ai été après voir sur internet, etc., tous les éléments c'est pour ça qu'après j'ai été voir sur internet tous les éléments que j'ai découverts au fur et à mesure de ma lecture parce que je trouvais ça juste dingue, quoi. J'ai refermé le livre et je me suis dit, attends, quoi? Genre, ça a vraiment existé?
Enfin bref, c'est difficile de vous en parler parce que je peux pas du coup vous donner plus d'infos que ce que je vous donne, sinon ça vous spoilerait toute l'enquête, mais juste c'est incroyable. Moi j'ai adoré, enfin c'est un thriller juste dingue et ça m'a sincèrement donné envie de lire les 2 autres tomes parce qu'apparemment il y a 3 tomes et on suit Sarah dans les 3 tomes qui fait une enquête différente à chaque fois. Donc ça m'a vraiment donné envie de lire les 2 autres et de lire d'autres thrillers parce que celui-ci est vraiment bien fait. Il nous tient en haleine jusqu'à la fin et justement le fait d'apprendre que finalement toutes ces informations sont réelles, ça ajoute encore une ampleur en plus au livre. Et donc, vraiment pas déçue de l'avoir découvert, pas déçue de l'avoir acheté. Et clairement, je vais lire les autres livres de Nicolas Beuglet parce qu'ils sont incroyables. Donc voilà. Le 2e livre avec 4 étoiles sur 5, c'est Forbidden, que j'ai aussi acheté en seconde main. Il était un petit peu plus abîmé que l'autre, mais je l'ai adoré. Je l'ai lu en 2 jours. Vous voyez la taille du livre. Je l'ai vraiment lu en 2 jours. Et encore, je crois même en 24 heures. Enfin, je l'ai commencé le soir et je l'ai terminé le soir d'après. Donc, je pense que oui, c'était en 24 heures, alors qu'il fait quoi 500 pages. Ouais, 530 pages. Donc, c'est pour vous dire à quel point je l'ai aimé. Alors ici, c'est une histoire très particulière. Et je pense qu'il faut mettre un petit peu toutes ses idées et ses valeurs de côté pour lire ce livre. Et qu'il faut aussi se mettre à la place des personnages pour le comprendre. Pour vous expliquer un petit peu, ici on suit un frère et une sœur, donc Maya et Locan, qui sont les aînés de leur fratrie. Donc ils ont encore 2 petits frères et une petite sœur dans leur famille. Et en fait, on découvre très vite que le père a décidé de s'enfuir et d'aller vivre avec une autre femme et avec d'autres enfants. Donc au final, il abandonne sa famille. Donc les enfants et la maman se retrouvent seuls. Et à partir de là, la mère devient alcoolique. La mère ne travaille presque pas. Elle sort tout le temps. Elle a des mecs tout le temps. Elle les ramène chez elle. Ou alors, elle passe une semaine chez son mec et elle calcule plus ses gosses. Enfin, voilà. On est dans un truc où les enfants sont livrés à eux-mêmes alors qu'ils n'ont même pas 18 ans. Le Locan, il a 17 ans. Et Maya, je pense qu'elle a 15-16 ans. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, ils sont même pas encore majeurs, qui sont livrés à eux-mêmes. Et donc, au final, on suit un petit peu tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils doivent subir parce que leur mère ne s'occupe pas d'eux. Et alors, c'est ça un peu la particularité de l'histoire, c'est qu'une relation un peu particulière va se créer entre Maya et Locan parce qu'au final, ils sont seuls. Au final, ils peuvent compter que l'un sur l'autre et donc cette relation va naître au fur et à mesure du livre. Et bien qu'elle est particulière, moi, je l'ai adorée parce qu'en fait, j'arrivais à me mettre à leur place et à me dire, je les comprends. Au final, je les comprends parce que même si, par exemple, ils se mettent en couple avec un mec ou une fille et qu'ils veulent le ramener chez eux, ils peuvent même pas parce que leur maison, oui, ils l'entretiennent, mais comme des enfants entretiennent une maison, quoi. Donc c'est pas foufou, ils ont pas de sous, ils peuvent rien faire. Enfin, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes et donc du coup, ils sont gênés forcément d'accueillir des gens chez eux, etc. Et au final, comme ils peuvent compter que l'un sur l'autre et qu'ils ont toujours compté que l'un sur l'autre, ils ont pas envie d'aller voir ailleurs, ils ont pas envie de découvrir d'autres relations. Et aussi, ils n'ont pas envie de se confier sur ce qui se passe chez eux. Pourquoi ? Pour protéger leurs frères et sœurs. Parce qu'en fait, si on découvre tout ce qui se passe chez eux, ils vont être séparés forcément parce que les services sociaux vont intervenir. Et on sait très bien que quand on a une fratrie de 5 frères et sœurs, les 5 ne vont pas finir dans la même famille. Et donc, du coup, pour ne pas être séparés, ils mentent à tout le monde. Ils font croire à tout le monde que tout se passe bien et que oui, leur maman est présente et que même si le père les a abandonnés, tout se passe bien. Et donc, on a tout cet enjeu de mensonges pour pouvoir préserver leur famille et pour pouvoir continuer à vivre ensemble qui est très présent. On a aussi Locan qui est atteint d'anxiété, mais genre plus, parce qu'en fait, même parler à des gens qu'il connaît pas, il le fait pas. Quand il doit faire une présentation devant tout le monde à la classe, il le fait pas. Quand il doit répondre à une question en classe, il le fait pas non plus. Les seuls moments où il arrive à parler à d'autres personnes que sa famille, c'est quand sa famille est en danger, en fait. Et donc, du coup, voilà, on a vraiment tout cet enjeu aussi, ce blocage, en fait, que Locan a à cause de ce qu'il vit à la maison. Et on a Maya, par contre, qui
justement essaye de faire comme les autres et qui, elle, ne se replie pas sur elle-même pour ne pas qu'on soupçonne aussi ce qui se passe chez elle. Et donc, voilà, on a deux personnages très différents, mais qui finalement se complètent. On sent qu'il y a cette relation, qu'il y a ce lien de confiance entre eux qui est juste magnifique. En fait, moi, j'ai adoré tout simplement parce que on a vraiment ce soutien de toute cette famille. On a aussi la réalité de ce qui se passe, même si la relation entre Maya et Locan ne devrait pas arriver. Et voilà, c'est comme ça. Au final, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça mais incroyable. La fin, elle est bouleversante. J'ai refermé le livre et de nouveau, je me suis dit mais non, pourquoi ça finit comme ça? Alors, moi, jusqu'au bout, j'ai cru que ça allait bien se terminer. Jusqu'à la fin, je me suis dit allez, j'ai un petit espoir que tout s'arrange. Et au final, voilà, c'est clair que c'est une fin très triste. Toute l'histoire est super triste parce que plus d'une fois, j'ai eu envie de donner une gifle à la mère et de la réveiller et de lui dire mais juste t'as 5 gosses chez toi quoi. Et en fait le truc c'est que la mère elle reproche même à Locan d'être né parce que c'est un accident et donc elle lui dit de toute façon t'as un accident, je te voulais pas, voilà, donc elle lui reproche même d'être né quoi, alors qu'au final c'est elle qui a eu le gosse, lui il a rien demandé. Donc voilà, sincèrement plus d'une fois j'ai eu envie de la gifler. Je comprends tout à fait tous les frères et sœurs de la famille, que ce soit Locan, Maya ou les 3 autres, qui sont hyper touchants aussi et qui réagissent tous très différemment à ce qu'ils vivent. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça magnifique. J'ai pas m'épiloguer sur ce livre parce que voilà, comme vous le savez, je travaille avec des enfants qui subissent ce genre de choses. Et donc sincèrement, je ne pouvais qu'aimer l'histoire. En plus, elle est hyper bien écrite. On se met vraiment bien à la place des personnages. Donc que dire de plus à part que sortez votre boîte de mouchoirs si vous lisez ce livre parce que vous en aurez besoin tellement il est triste, déchirant. Et cette fin, je m'en souviendrai toute ma vie. Et aucun regret d'avoir acheté ce livre, je le voyais passer depuis un moment. C'est vrai que ça me posait un peu des questions, cette relation entre Maya et Locan. Mais au final, elle est magnifique et au final, on ne peut que les comprendre. J'ai mis 4 étoiles sur 5 parce que, en fait, j'aurais tout simplement voulu que la fin se termine bien, juste pour mon petit cœur. Mais bon, au final, ça se finit pas bien. Et donc voilà, j'ai enlevé 1 étoile parce que je suis pas contente et que c'est hyper triste. Mais j'avoue que j'aime bien aussi quand les livres finissent mal parce que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire. Donc voilà. J'ai mis 4 étoiles sur 5 parce que je sais pas trop où me situer, mais en tout cas, c'était une super belle lecture. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Frost. Et oui, je l'ai enfin sorti de ma pile à lire. J'avais envie de le sortir en fait avant la fin de l'hiver et avant de passer au printemps, à l'été, là où il va faire 40 degrés et tout, parce que c'est une histoire hivernale, c'est une histoire froide, etc. Donc je me suis dit, il faut que tu le lises maintenant, sinon tu le liras dans 1 an et il va traîner là sans que je puisse le lire. Donc voilà, ici on va suivre Ava qui a 26 ans et qui ne croit plus en l'amour. Pourquoi? Tout simplement parce que le jour de son anniversaire, elle découvre son petit ami au lit avec une autre et là tout son monde s'écroule. Elle se dit en fait ça fait combien de temps qu'il me ment? Et genre le mec, le pire du pire, c'est que le mec lui dit sois heureux pour moi. Je suis attends, il lui dit quoi? Attends, faut que je retrouve parce que c'était épique. A few minutes later. Le pire, c'est que le mec lui dit « Tu devrais être heureuse que je sois amoureux ». Enfin, genre, la meuf, elle découvre son mec au lit avec une autre et le mec, il lui dit « Sois heureuse pour moi, je suis amoureux ». Oui, c'est logique, elle va tout te pardonner parce que t'es amoureux, franchement. Enfin, genre ça m'a fait éclater de rire. Je me suis dit, mais on vit pas dans le même monde. Enfin bref, donc du coup, elle découvre ça et elle décide d'aller saouler dans un bar avec sa meilleure amie. À la télé, elle découvre que le roi taurin, qui est un roi faille, organise un tournoi pour élire sa future femme et donc la reine du monde des failles. Et donc il faut savoir que Ava est mi-faille, mi-humaine, mais qu'elle a été bannie du monde des failles et donc c'est pour ça qu'elle se retrouve dans le monde des humains. Et donc au final, le roi taurin arrive dans ce fameux bar, elle le confronte un peu en lui disant toutes ces 4 vérités parce que comme elle l'a bu, ça sort un peu hyper facilement. Et donc le roi, il est là mais hyper surpris, mais au final, il y a une malédiction qui tourne autour de ce roi et il ne peut tomber amoureux de personne parce que s'il tombe amoureux, il gèle cette fameuse femme et elle finit par mourir.
comme il a cette malédiction, lui, il recherche juste une femme dont il ne tombera pas amoureux. Et en fait, une fois qu'Ava lui a fait tout son discours et lui a lâché un peu toute la haine qu'elle avait envers le monde des failles, il se dit, c'est la femme idéale, c'est elle qu'il me faut. Et donc, du coup, il va la trouver, il passe un pacte et pour une certaine somme d'argent, le roi taurin lui propose de participer au tournoi, de le gagner, de devenir sa femme, de devenir reine pour que la magie du monde faille puisse renaître, que tout le monde soit content, tout le monde soit heureux. Le roi ne tombe pas amoureux d'Ava, Ava ne tombe pas amoureux du roi. Ils se marient, le monde des failles est guéri et au final, elle retourne chez elle avec sa thune et on n'en parle plus. Bien évidemment, vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer comme ça et qu'il va y avoir une attirance entre les deux personnages. Et donc finalement, l'histoire, elle est centrée sur les épreuves du tournoi. Bon, c'est pas des épreuves comme dans Force Wing, hein, c'est des épreuves genre tu dois courir autant de kilomètres pour prouver que t'es rapide, parce qu'en tant que faille, il faut être rapide. Tu as un dîner avec le roi pour voir si les intérêts sont communs. Enfin bref, ce sont des épreuves un petit peu plus faciles que ce que j'ai pu connaître dans Force Wing. On apprend à découvrir le roi et Ava parce qu'on a le point de vue des deux personnages. L'histoire est très simple, l'histoire est très basique, mais ça se lit hyper vite. J'ai aimé toute cette intrigue autour de la malédiction, autour des épreuves, autour du fait que Ava retourne dans le monde où elle est née à la base et qu'elle apprend à en connaître plus sur sa famille, sur sa vie, etc. Et donc, au final, oui, il y a toute cette intrigue de Ava doit devenir la femme de Taurin, mais il y a autre chose qui se joue et on sent que dans le prochain tome, ça va être un petit peu plus intéressant parce qu'ici, dans le tome 1, on est évidemment sur un tome introductif et donc, pour moi, il manquait un petit peu de punch, mais en tout cas, j'ai adoré l'histoire. Elle était très dynamique, on s'ennuie pas. Il est très court, le livre, donc on ne peut pas s'ennuyer vu que tout s'enchaîne assez rapidement. Pour moi, c'est la trop proximité forcée, un peu, parce qu'au final, ils se mettent ensemble. Non, ils se mettent pas ensemble, mais en tout cas, ils passent du temps ensemble pour une certaine raison et ils finissent par se rapprocher grâce à ça. Et donc, pour moi, c'est plus la trop proximité forcée que Enemies to Lovers. Voilà. Il y a aussi la meilleure amie d'Ava qui la rejoint dans le monde des failles. Et donc ça, j'ai trouvé ça hyper chouette d'avoir aussi cette relation d'amitié qui dure parce que elle amène beaucoup d'humour dans le livre. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant aussi d'apporter cette légèreté grâce à la meilleure amie d'Ava. Donc voilà, plein de points positifs qui sont hyper chouettes. Je pense que l'histoire pourrait être un tout petit peu plus développée et j'espère en tout cas que ce sera fait dans le prochain tome. Mais ça promet une très belle suite, la fin est très chouette. Donc voilà, très belle lecture que je conseille aux débutants de fantasy parce que il n'y a pas 3000 termes compliqués à comprendre. Voilà, c'est une histoire très simple et très basique. Donc pour les amateurs de fantasy et en tout cas pour les débutants, je pense que c'est une des lectures parfaites pour commencer à lire ce genre. Comme j'ai bien aimé le tome 1 et que j'ai pour objectif de terminer mes sagas pour l'année 2024, je vais m'empresser d'acheter le tome 2 et j'espère vraiment qu'il sera un peu plus décrit que le tome 1. Le prochain livre, c'est un livre que j'ai écouté en audio, donc je ne l'ai pas sous la main, donc je vous mettrai une petite photo pour vous le présenter et il s'agit de Twisted Love, tome 1. Alors, j'avais un peu d'appréhension avant de commencer ce livre. J'avais vu que c'était un livre érotique et sincèrement, c'est pas mon style de prédilection, c'est pas du tout le genre de livre que je lis habituellement. Mais j'ai été vraiment surprise par la qualité de l'histoire parce que oui, même si on a toutes les scènes moins 18 dans le livre, il y a vraiment un énorme travail au niveau de l'intrigue et au niveau de l'histoire qui est fait. Et c'est ce qui m'a le plus intéressé. Enfin, les scènes de moins 18, là, c'est pas ce qui m'a intéressé le plus. Mais l'intrigue est vachement intéressante et on va de révélation en révélation. Enfin, je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais sincèrement pas à ça. Et donc, très belle surprise pour moi. Ici, on va suivre du coup deux protagonistes, encore une fois, très différents. On suit un peu l'ange et le démon. Le démon, c'est Alex, qui a un passé très compliqué. Dans son enfance, il a vécu un événement hyper traumatisant et à partir de là, il a décidé de fermer son cœur et son cœur, il est dur comme de la pierre. Il n'a pas envie de tomber amoureux. Pour lui, les histoires d'amour, c'est banni. Il s'en fout complètement. Et donc, du coup, en fait, on suit un petit peu ce personnage hyper charismatique, hyper froid, hyper distant. Et à côté, on va suivre Ava qui, elle aussi, a vécu des traumatismes étant plus jeune, mais
La particularité, c'est qu'elle ne se souvient de rien. Elle n'a aucun souvenir de son enfance, en tout cas à partir d'un élément particulier. Elle ne se souvient de rien. Et donc du coup, il y a tout ce questionnement autour de ce qui a pu se passer quand elle était plus jeune, qu'elle ne comprend pas. Et voilà, elle n'arrive pas à se souvenir et c'est comme ça. Contrairement à Alex qui, lui, se souvient absolument de tout. Il se souvient de chaque phrase, de chaque moment, de chaque événement de sa vie. Ava, elle ne se souvient pas du tout de son enfance. Mais Ava, elle croit au coup de foudre, elle croit en l'amour. Et donc, on a vraiment deux personnages qui sont très différents. Et en fait, Alex, il va un petit peu devoir s'occuper de Ava, parce qu'Ava, c'est la sœur du meilleur ami d'Alex. Le meilleur ami part habiter à Londres pour ses études. Alex va devoir un petit peu garder un œil sur Ava pour son meilleur ami. Et au final, ils vont se rapprocher, comme vous vous en doutez, vu que c'est une histoire d'amour. Et il va y avoir une attirance très particulière entre les deux personnages. Et en fait, leur histoire d'amour va révéler petit à petit des secrets, des manipulations, des trucs un petit peu sombres. Et au final, on va en découvrir plus aussi, que ce soit sur l'histoire d'Alex ou l'histoire d'Ava. Elle va apprendre ce qui s'est passé durant son enfance. Enfin voilà, il va y avoir tout cet enjeu mystérieux et secret qui est un petit peu la clé de cette histoire. Et donc, moi, j'ai adoré parce que, en fait, les révélations, elles sont pas là pour rien. C'est vraiment des trucs auxquels on s'y attend pas. Et même la fin, à un moment donné, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est juste une imagination. Genre, c'est pas réel ce qui se passe. Et au final, c'était bien réel. Et je pensais pas sincèrement que l'histoire allait tourner dans ce sens-là. Alors, je trouve qu'il y a certains passages qui sont un petit peu tirés en longueur. Pour moi, il y a des trucs qui auraient pu être raccourcis ou même qui n'avaient pas lieu d'être. Mais ça a été une super bonne lecture. En tout cas, j'ai été hypée par tout ce côté mystère et tout ce côté secret et révélation qui se fait au cours de notre lecture. De nouveau, c'est des personnages torturés, donc c'est des révélations lourdes et un peu dures. Enfin, genre, j'aurais pas aimé être à la place d'Ava et découvrir ce qui s'est passé dans son enfance parce que je comprends pourquoi elle a décidé d'oublier. Enfin, décidé, elle a pas vraiment décidé, mais on va dire que son cerveau a décidé pour elle d'oublier. Et au final, je la comprends parce que, de nouveau, hyper choquant, mais bon, voilà, je pense que c'est le but aussi de l'histoire, d'avoir des événements choquants comme ça qui nous font un petit peu tenir en haleine. Et les révélations sont juste incroyables, tout est hyper bien ficelé, tout est hyper bien fait. Et bon, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a certains trucs qui sont tirés en longueur, mais voilà, rien à dire, la plume est magnifique, on a des belles morales aussi, qui sont un petit peu transmises au fur et à mesure de l'histoire, et donc ça fait un petit peu réfléchir. Et j'ai qu'une hâte, c'est lire les prochains tomes. Et sincèrement, quand je l'ai écouté en audio, j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir acheté en papier parce qu'au final, je l'aime beaucoup ce livre. Et je pense que si je l'avais eu en papier, j'aurais un petit peu été plus impliquée dans l'histoire. Ici, je l'ai écouté en audio, j'ai adoré. Déjà, l'audio est hyper bien fait. On a une voix pour Alex, une voix pour Ava. Donc ça, c'est hyper immersif, hyper bien fait. Mais je pense que j'étais un petit peu moins investie que si je l'avais lu en papier. Maintenant, ça n'a rien enlevé au fait que du coup, j'ai mis 4 étoiles sur 5 parce que j'ai adoré. Et c'est tout ce côté révélation, mystère et secret qui m'a vraiment fait aimer l'histoire. Et simplement le côté torturé des personnages aussi. Ce fait que même si Alex ne croit plus en l'amour, il finit par ouvrir petit à petit son cœur et tout. Enfin voilà, c'est un peu basique, vous allez me dire de nouveau. Mais tout le côté enquête qu'il y a derrière, enfin enquête, c'est pas vraiment une enquête comme les trucs policiers, mais en tout cas, tout ce côté révélation qu'il y a derrière est hyper chouette et hyper intéressant. Donc voilà, sincèrement, très belle lecture et je vous le conseille vraiment à 100%. L'avant-dernier livre que je vais vous présenter, c'est un service presse et il s'agit de 13 mois sur ma peau de Sophie Cassada-Pax et donc de nouveau une très belle lecture. Ici, c'est aussi une lecture un petit peu... je vais pas dire triste, parce que moi, elle m'a pas rendue triste dans le sens où l'autrice a su rendre l'histoire très positive malgré le fond qui est certes triste. Donc ici, on va suivre Michael et Sandra qui tombent amoureux l'un de l'autre un peu, on dirait un petit peu un coup de foudre comme ça. Michael, il est tombé sous le charme de Sandra directement. La particularité de l'histoire et ce pourquoi je vous dis que ça pourrait être une histoire triste, c'est que Sandra a un cancer. Donc forcément, la fin ne se finit pas bien. Elle se finit quand même bien pour moi. C'est comme je vous dis, c'est censé être une histoire triste, mais elle n'est pas si triste que ça. Dans ce livre, on va avoir deux points de vue différents, si je peux dire. Donc, je vais vous montrer. Ce sera peut-être un petit peu plus facile que si je vous en parle.
Mais ici, vous voyez, c'est écrit en italique. Et donc, toutes les parties italiques, c'est Michael qui écrit, en fait, je sais pas ce qu'il écrit, s'il écrit une lettre ou s'il écrit un livre, ou enfin, en tout cas, il écrit, et il écrit tous ses souvenirs par rapport à Sandra. Mais du coup, ici, quand c'est écrit en normal, on va dire, quand c'est pas écrit en italique, on est dans le passé. Donc, à chaque fois que ce n'est pas écrit en italique, c'est le passé. Et en fait, on a réellement ce qui s'est passé à l'instant T entre Michael et Sandra. Donc ça, c'était super chouette parce qu'on a vraiment les états d'âme de Michael par rapport à tout ce qui se passe dans la relation entre Sandra et lui. Donc ça, c'était super bien fait. L'écriture est très poétique, elle est très belle. Et comme je vous le disais, même si Sandra a un cancer et que la fin n'est pas supposée être belle, moi, je l'ai trouvé magnifique. Pourquoi ? Parce que je trouve que Sophie a su rendre toute cette histoire très positive. En fait, j'ai trouvé que, au final, Michael, il se rappelle toujours des bons moments, même si oui, à la fin, on a un petit peu tout ce côté dramatique où il apprend que l'amour de sa vie a un cancer, qu'elle va mourir, etc. Donc on a tout ce côté dramatique. Mais au final, on ressort principalement avec une énergie positive, je dirais, parce que il a gardé en fait tous les bons moments en tête. Et c'est ça qui est juste magnifique. Alors oui, certes, c'est hyper triste de perdre la personne qu'on aime, mais c'est aussi hyper important de pouvoir garder les bons moments en tête et de pouvoir se rattacher à ces moments-là. Et on voit au final que Michael, il avance, qu'il arrive à avancer, qu'il arrive à s'en sortir. Et c'est ce que j'ai trouvé super beau et super inspirant. C'est juste que même dans les difficultés, on peut réussir à s'en sortir en pensant positif et en pensant aux belles choses tout simplement. Donc voilà, c'est un livre qui se lit très vite, c'est un livre très simple au niveau du langage, c'est pas un livre qui est travaillé, je vais dire, comme un livre de fantaisie. Maintenant, c'est hyper beau. Moi, je trouve que la morale de l'histoire est magnifique et comme je vous le disais, la plume de Sophie est très belle aussi. Donc ça permet un petit peu d'avoir cette légèreté par rapport au sujet qui est abordé. Donc une très belle histoire d'amour et un beau livre qui est bien construit. Et alors aussi, 13 mois sur ma peau, pourquoi ? Parce qu'en fait, Michael a décidé de faire un tatouage par mois de connaissance avec Sandra. Donc en fait, ils sont restés 13 mois ensemble et tous les mois, il choisit en fait un tatouage qui va illustrer le mois qu'il a passé avec Sandra. Et donc, je vais vous montrer par exemple le premier tatouage qu'il a choisi. Donc le premier tatouage qu'il a choisi, c'est ici la petite illustration que vous voyez au-dessus. Et en fait, c'est 2 tasses. Pourquoi ? Parce que quand ils sont rencontrés, c'est à la sortie d'un café. Sandra a bousculé Michael et Michael a eu plein de café sur lui ou l'inverse. En tout cas, ils sont bousculés. Il y en a un des deux qui a eu plein de café sur lui. Et donc, chaque tatouage a une signification très particulière. Et je trouve que les dessins sont magnifiques et qui représentent vraiment bien les tatouages qui s'est fait. Je vais vous montrer peut-être un deuxième. Voilà, ici, par exemple, c'est 2 colombes. Enfin, je trouve que les dessins sont hyper beaux et ça permet en fait d'être un peu plus immergé aussi dans l'histoire et de mieux comprendre les tatouages que se fait Michael. Et Michael en fait explique la signification de chacun de ces tatouages et donc c'est magnifique. Ça donne envie de se faire des tatouages, l'air de rien. Donc voilà, très belle lecture et encore merci à Sophie de m'avoir fait découvrir son livre en service presse parce que je l'ai juste adoré. Et on va clôturer cet update avec mon abandon. Donc je vais pas pouvoir vous en parler en long et en large, mais il s'agit de La fiancée de Kiera Cass. Et franchement, trop déçue de ne pas aimer ce livre. Pourquoi ? Parce que Kiera Cass, j'ai déjà lu du coup des livres d'elle, principalement la saga La Sélection, que j'avais juste adoré quand j'étais plus jeune, parce que c'est une de mes sagas doudou, une de mes sagas coup de cœur. Et là, je sais pas pourquoi, ça ne le fait pas. Je trouve que les personnages ne sont pas assez décrits, les dialogues ils sont cucu au possible, les dialogues sont pas naturels du tout. C'est hyper forcé et on n'apprend pas à connaître les personnages et donc j'arrive pas à m'attacher. Enfin, j'ai lu une centaine de pages et sincèrement, j'y arrive pas et pourtant je me suis dit, allez, c'est un jeunesse, tu vas le lire vite, c'est écrit grand, Kiera Cass t'aime bien, etc. Mais là, ça le fait pas du tout, j'arrive pas à m'attacher aux personnages. L'histoire, elle est... voilà, c'est pas foufou et pourtant les histoires de royauté, j'aime bien. Ici, pour vous résumer un peu, on suit Olys qui a grandi à la cour de Koroa et en fait, elle rêve de pouvoir se marier avec le roi, je sais même plus son nom,
Jameson, voilà, qui cherche une épouse. Et au final, quand Jameson va annoncer leurs noces, Hollis rencontre un noble et là, ça va un petit peu chambouler tout ce qu'elle s'était fait comme idée parce qu'elle pensait qu'elle allait se marier avec Jameson, qu'elle l'aimait, etc. Elle rencontre un autre mec et au final, ça chamboule tout parce qu'elle a des sentiments pour ce mec. Et donc, je me suis dit, au final, ça fait un peu comme la sélection parce que la sélection, il y a un petit triangle amoureux aussi et tout et j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais là, j'arrive à une centaine de pages et j'ai toujours pas rencontré ce fameux noble. J'arrive pas à m'attacher au personnage, j'arrive pas à m'attacher au style d'écriture, j'y arrive pas. Et donc, si j'y arrive pas, je vais pas me forcer. J'ai pas envie, en fait, de traîner ce livre pendant une semaine alors qu'il fait que 200 pages. Juste parce que, au final, j'accroche pas et que j'ai juste envie de le finir. Enfin, non. Je me suis dit, ne te force pas, ne va pas jusqu'au bout si t'en as pas envie. Et donc voilà, c'est vrai que c'est très, 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 très rare quand j'abandonne un livre. En 2023, je crois que j'en ai abandonné 1 ou 2, grand max. Donc c'est vraiment rare que j'abandonne un livre, mais je pensais sincèrement que j'allais l'aimer vu que c'est Kirakas qui l'a écrit, mais voilà, ça ne l'a pas fait. Et malheureusement, on ne peut pas apprécier tout ce que les auteurs font, donc voilà. Du coup, comme je vous le disais, je ne sais pas vous en parler plus que ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Peut-être que ça me motivera à le relire un jour, qui sait. En tout cas, j'en ai terminé avec cette update lecture. Comme vous le voyez, j'ai fait... 6 lectures accomplies et un abandon, donc en tout on va dire 7 livres. C'est un mois avec un petit peu moins de lecture que pour les précédents, mais j'ai fait des super belles lectures. Ça, comme vous l'avez vu, j'ai 2 coups de cœur, tous les autres c'est 4 étoiles sur 5 et je n'ai qu'un abandon. Donc je ne peux pas rêver mieux, sincèrement, j'ai été super hypée par toutes les lectures que j'ai fait durant ce mois et je suis super contente des livres que j'ai découverts. J'ai clôturé une saga, ça il faut pas l'oublier, c'est quand même dans mes objectifs et j'en ai clôturé une. Je m'applaudis et je suis super contente d'en avoir enfin clôturé une. Et je pense qu'au mois d'avril, je vais en clôturer une autre, mais ça, je vous donne rendez-vous fin avril, du coup, pour savoir si j'ai clôturé une autre saga ou pas. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!